Allô. Aujourd'hui au podcast, je reçois Pascal Cameron, un grand ami à moi. J'ai tout fait avec Pascal. J'ai fait l'école de l'humour avec Pascal. J'ai écrit avec Pascal. J'ai fait des shows avec Pascal. J'ai fait de la dope avec Pascal. Je me suis saoulé avec Pascal. Je me suis battu avec Pascal. J'ai crié après Pascal. Il m'a crié après. J'ai dit je t'aime à Pascal. Non. Ça, j'ai jamais fait ça. Dans le fond, j'ai tout fait avec Pascal, sauf lui exprimer de l'amour que j'éprouve pour lui et la gratitude que j'éprouve qu'il soit dans ma vie. Je suis très heureux. Je sais pas si on peut éprouver la gratitude. Je sais pas si ce que je viens de dire est français. Bref, il est trop tard. Je l'ai dit, c'est sur Internet pour l'éternité. Pour l'éternité, Internet va avoir une preuve que je m'exprime mal. Pascal, c'est un grand ami à moi. Mais avec le recul, je pensais à ça. Tous les spectacles que j'ai fait, toutes les blagues que j'ai fait, tous les projets que j'ai fait, toutes les émotions que j'ai vécues, ce que je retiens le plus, dont je suis le plus fier, ce dont je suis le plus fier, dis-je, c'est mes amitiés. C'est les amis que je me suis fait en humour. Mes plus grandes réalisations, c'est compté parmi mes amis Mike Ward, Adib El-Khalidé, Catherine Levac, Roselle Vaillancourt. C'est ça mes plus grandes réalisations, c'est avoir des amis. Beaucoup plus que, waouh, une fois j'ai écrit une blague, puis les gens ont fait Alors voilà, super important, se faire des amis. Des fois, je l'oublie dans le milieu parce que mon but, c'est tout le temps d'être le meilleur. Je veux péter tout le monde, fuck tout le monde. C'est moi le meilleur. Puis ça, c'est nul parce que tu fais juste t'isoler. C'est une attitude où tu te ramasses tout seul à juste faire je suis un imposteur, puis est-ce que les gens m'aiment, puis oh mon Dieu, au fond, j'ai fait ça pour être aimé, puis là, personne m'aime. Il faut jamais, dans mon cas, que je perde de vue que je fais juste ça pour me faire des amis. L'humour, c'est juste un prétexte pour que vivre des moments avec des gens que j'admire. C'est tout. C'est juste ça qui me rend heureux. Le reste, c'est subjectif puis c'est pas clair. Alors voilà, sur ces belles paroles, ceux qui disent « Wow, c'est cucu », ben aie pas d'amis. Sois seul et aie pas d'amis. Et sois cool tout seul dans ton coin. Pour les autres, faites ce que vous voulez. Bref, je continue, je le répète, s'il vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est ça que je voulais dire. Abonnez-vous à mon Patreon, je vais mettre plein d'épisodes. J'ai des cools épisodes qui s'en viennent. Continuez à m'encourager, vous êtes super gentils. Continuez à m'encourager parce que je pourrais jamais être chroniqueur à sucré salé. Je pourrais jamais recevoir un acteur et dire « Pourquoi tu te pends pas? Hein? Au lieu de faire des projets médiocres que t'aimes pas, pourquoi tu te pends pas? » Malheureusement, ils veulent pas de ça à TVA. Je sais pas pourquoi. Alors voilà, continuez s'il vous plaît à m'encourager. Sur ce, je vous laisse avec Pascal Cameron. Ah! Super le fun! Parce que dans le podcast, on parle encore de son père. C'est rendu, ça fait 3 épisodes de suite où on fait juste parler de chialer sur nos pères. Et je pense que ça va être le nouveau nom du podcast. C'est plus le podcast de Thomas Levac, c'est le podcast où on chiale sur nos pères. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec Pascal Cameron. Bon podcast! À quelle année es-tu né et où? Je suis né en 1984 à Villevanier, dans le coin de Québec, sur une base militaire près de Valcartier. Dans des affaires qu'on appelait les PMQ, c'est les bâtiments militaires. Ça, c'est fucked up. C'est que tu habites dans un endroit où c'est que tes voisins, c'est des militaires et que tu te tiens avec des petits garçons de pères militaires puis tu joues dans des rues où c'est qu'il y a juste des gens qui sont habillés en bottes de combat puis qui ont des moustaches puis les cheveux courts. Wow! C'est OK. nice. On va commencer dès le début. Comment ça? T'es né sur une base militaire? Mon père était militaire. Wow! Mon père était dans le Royal 22e de Valcartier. Puis on est tous nés pas mal là-bas. Mes premières images que j'étais très jeune en fait, j'étais bébé là-bas. Mais mes premières images que et j'ai des vidéos de ça, c'était courir avec des enfants de militaires dans des cours avec des chaudières puis se fesser. C'est autour d'une piscine. Mon grand frère il arrêtait pas de faire tomber Ça, c'est drôle. Mon grand frère arrêtait pas de faire tomber une chaudière qu'on avait, puis qu'on jouait avec, puis on tournait autour. Puis lui, il la faisait tomber, puis ma petite voisine l'a pris. Il a calissé un coup de chaudière sur le bord de la gueule. Après ça, il a arrêté de faire tomber la chaudière, comme quoi la violence règle les problèmes très jeune âge. Mais c'était fucked up. C'était des messieurs à moustache, man, qui fumaient des clopes. T'as été dans quelle année, Thomas? 88. Okay, pas ouais. sur une base militaire. Non, mais tu sais, quand même, tu sais, en 84, les premières vidéos que j'ai de ma mère avec nous, c'est elle fume des clopes. Genre, ça fait pas. Je suis pas vieux, là. Mm-hmm. Tu sais, mon questionnement, c'est elle a-tu arrêté de fumer pendant sa grossesse? Et honnêtement, elle fume trop après pour qu'elle ait arrêté.
le 9 mois. Il y a aucune... C'est quand même pas si loin que ça, 84. Et tout le monde fume sur les affaires. Fait que même si elle n'a pas fumé, elle a absorbé de la fumée de cigarette. Ah, man, c'est horrible. Là. Puis j'étais retombé sur ces petites vidéos-là à un moment donné, et il y a quelque chose qui me... Ma mère était comme un peu antisociale, elle a des problèmes de société, là, d'être avec les gens, tu sais. Elle n'a jamais été super bonne. Moi, je l'étais vraiment pas avant, là, ça s'améliore, là, mais à un moment donné, elle se cachait tout le temps des caméras. Puis là, on filmait dans le salon, puis les jeunes jouaient, puis il y avait deux madames qui étaient là, puis ma mère était dans la cuisine, était comme là, filmez-moi pas, puis à un moment donné, on entend juste ma mère crier, jouez pas à terre, vous allez être sale, puis on était chez la madame qui était à côté de nous, qui fait juste faire comme, ah ouais, ils vont être sales. Et là, je suis comme, oh, elle vient tellement pas de se faire une amie. Comme on dirait que c'est moi qui essaie de se faire des amis à l'âge adulte. Je serais ça fucked up. Mais j'avais trouvé ça, je trouvais que c'était très révélateur sur sur ce que j'avais pris de ma mère. Tu sais, déjà pas se rendre compte vraiment de ce qui peut blesser des fois les gens, puis tu dis des trucs, puis tu fais comme, ah, me semble que c'est rien, tu sais. Puis de pas être assez conscient de ton interlocuteur, puis de dire comme... Est-ce que t'es comme ça avec vous? Avec nous. Oui, quand même, en fait. Fait quand même, on a eu une... Le plus gros bénéfice que j'ai eu dans ma vie, ça a été d'avoir les amis, puis les familles de mes amis. Je pense que ça a été vraiment un gros... de se rendre compte que les trucs... tu sais, t'as une normalité dans la vie familiale. Oui. Puis qu'à un moment donné, tu quittes ta famille, puis tu t'en vas pour... J'ai eu mes premiers amis quand j'habitais à Saint-Basile-le-Grand, là, que je me rappelle vraiment, j'avais 9 et 10 ans. OK. Puis d'aller chez des amis, puis faire comme, OK, il y a une autre normalité. Il y a une autre façon de faire les choses et de juste être... Je me rappelle de ma première fête d'enfant que je suis allé, ça, c'est fucked up. Je suis arrivé là et j'arrive là et j'avais pas de cadeau. Parce que je savais pas qu'on amenait des cadeaux à des fêtes d'enfants, puis tout le monde amenait des cadeaux, puis là, je me sentais super mal. Puis là, la mère était comme, hey, il y a tellement pas de problème. Mon ami, il s'appelle Maxime Beaulac, content de me recevoir, puis tout. Puis on a fait un souper. On pigeait nos items et on mangeait. Tu sais, c'était divisé en. Il y en avait 15 papiers, t'avais 5 items pour l'entrée, le repas, puis tout. Et là, je fais comme, ça peut être ça, la vie. Ça peut être pas toujours juste être assis autour de la table puis pas parler avec personne pendant le repas, tu sais. Il y a quelque chose de fucked up là-dedans, de cette image-là que j'ai eue de la différence. Il y a comme une créativité de juste ce repas-là qui a fait « OK, je peux manger mon spaghetti en entrée avec un verre. » Cette vie-là existe, tu sais. Mais c'est fou d'où on vient. Bien sûr, bien sûr. Et c'était comment chez toi? Tu me dis qu'au souper, on parlait pas. À 10 ans, c'est quand même... Ben, en fait, on est comme... tu sais, moi, j'ai ma perception de comment j'ai grandi. Mes parents ont sûrement leur perception. Mes frères ont leur perception et tout ça. Puis, c'était très carré tout en essayant d'être rebelle chez nous. Il y avait beaucoup C'était militaire. C'était militaire, mais ma mère se tenait avec des Hells plus jeunes. Wow! Fait qu'il y avait comme ce clash-là qui s'est comme amené de... Mais j'en parlais dans... Les Hells... Les policiers et les soldats, c'est les mêmes individus, mais ils choisissent leur camp. C'est ça, il y en a qui tuent légalement. Voilà, mais c'est le même profil. Il y en a, ils gagnent pas mal le même salaire par année. C'est la même chose, c'est juste qu'il y en a un qui a une pension militaire, puis l'autre, il est juste en taupe. Mais il y a quelque chose d'absurde là-dedans. Mais ouais, fait qu'il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui m'a comme... Tu sais, on dirait qu'il y a plein de trucs qui popent à ma tête, là, mais tu sais, quand t'arrives à m'amener, genre, t'as comme, genre, là, j'ai 36 ans, là, puis il y a des affaires que je fais, puis je comprends pas pourquoi c'est de même. Puis des fois, tu réussis à avoir des flashbacks de quand t'avais 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, ou 6 ans, puis tu fais comme, ah, si, je me protège encore contre quoi qui est arrivé à 6 ans, que j'ai pas encore process dans ma vie. J'ai l'impression qu'il y a plein de problèmes psychologiques aujourd'hui qui arrivent que tu fais comme Chris, je sais pas d'où ça vient. Puis tu fais comme, tu vas juste creuser un peu dans ta vie, puis tu fais comme, ah, OK, là, moi, j'ai besoin d'avoir la plus grosse portion de nourriture dans mon assiette quand je mange autour d'une table. Ça, j'en ai besoin. Même avec ma blonde, c'est comme, hey, t'en as plus que moi. Puis j'ai besoin d'en avoir plus. Parce que quand j'étais jeune, j'en avais moins dans mon assiette. Fait que genre, il y avait comme une règle chez nous qui était comme le samedi, on mangeait des hot dogs puis des hamburgers. Ça, c'était la règle. Jusque-là, c'est une belle règle. Belle règle. Sauf que nous, on avait juste le droit de manger des hot dogs. Les adultes avaient le droit de manger des hamburgers. Et là, on vieillit. Là, on vieillit. Et là, à un certain point dans notre vie,
on a le droit de manger 2 hot dogs et 1 hamburger. On n'a pas encore le droit à 2 hamburgers. Mais quand on est venu avec le droit de manger un hamburger, les adultes, eux, avaient le droit de mettre de la sauce sur le hamburger. Tu sais, ce genre de... Ah, tu peux jamais être égal. Tu peux jamais être égal, il y a un pouvoir. Quelqu'un a tout le temps... Un privilège de plus. Les parents se donnaient le privilège que nous, on n'avait pas, tu sais. Puis que eux qui aient ça, moi, ça faisait comme, OK, ça veut dire que je suis pas en pouvoir en ce moment. Ça me diminuait à ma place d'enfant puis de personne au lieu de se traiter en C'est égo. curieux parce que ce que j'ai observé chez toi, t'es pas très nostalgique de rien qui est enfant, vraiment. Là. T'aimes pas vraiment les cartoons. Je garde pas de photos. T'as pas de nostalgie de la fois où tu mangeais moins que tes parents. J'ai bien de la misère en plus avec mon passé, en fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs que j'aime garder là. OK, ben oui, je comprends, mais ça fait mal. En fait, ce serait une bonne idée d'y aller. Tu sais, de voir qu'est-ce que c'est. T'sais. Pour des raisons artistiques ou des raisons psychologiques? Psychologique et artistique aussi en même temps. Je pense que le passé est un bon moyen de comparer de qui on est aujourd'hui puis de voir à quel point on évolue, tu sais, de qui on devient. J'ai un ami tantôt, justement, avant de venir ici, qui m'a texté. Il écoutait les derniers podcasts que j'ai sortis puis il disait « T'es rendu empathique et gentil. C'est le fun. » Et je fais comme... J'ai fait un chemin, genre, depuis l'époque où je me calissais de tout le monde, où c'est que je pensais que être cool, c'était juste se foutre que les gens, ils t'aiment pas, puis d'être au-dessus de ça, puis de me demander... Tu sais, puis là, je me rends compte de ce que je suis rendu en ce moment, puis je me dis, OK, pourquoi avant, j'étais chill avec les gens qui m'aiment pas? Pourquoi c'était correct? Pourquoi, genre, aujourd'hui, je me soucie de ça, puis qu'avant, ça me faisait... Puis que je me dis, ben là, t'essaies de trouver des raisons. T'essaies de faire de la psychologie et de broche à foin que t'es capable de faire à la maison quand t'as le temps. Puis tu fais quand, c'est parce que j'ai beaucoup déménagé. J'ai déménagé souvent. J'ai eu des amitiés qui se sont créées. Puis des gens que j'ai dû quitter. Enfin, ça fait mal en plus. Puis j'ai trouvé ça dur de quitter comme ma mère. La plus, c'est que j'habitais à Val-Bélair. Ma meilleure amie, elle habitait en diagonale. Puis je me rappelle ça, tu sais. Puis depuis là, mes problèmes de comportement ont commencé. Ah ouais. Je suis devenu avec beaucoup des gros problèmes d'arrogance, de comportement. Tu n'avais pas l'autorité à la maison? Pas à l'école, plutôt? L'école, pauvre école. Pauvre école. C'est que tu pars... Moi, je partais de la maison d'un père qui dirige des militaires puis qui me dirige comme si j'étais un militaire. Oui. Et après ça, t'as Madame Nathalie. Là, Pascal, tu vas t'asseoir. Ouais, pas certain, Madame Nathalie. Tu vas juste... Pour vrai, Nathalie, 6e année, j'y pense tellement des fois, puis je suis comme... La madame a tellement fait ce qu'elle pouvait, là. Tellement. Elle est tellement fine. Je sais pas si elle écoute ton podcast, Madame Nathalie, mais... J'y souhaite pas. Je m'excuse, Nat. Excuse, Nat. Pourquoi je te donne une bouteille de mousseux? Parlons-en. Ton père était militaire. Ça a commencé comment? Sa carrière militaire oui. ou... il avait 17 ans. Wouh! 17 ans, il a quitté sa Beauce natale. Mais une fois, tu m'avais déjà conté, tu me dis si je me trompe, il venait d'une famille de... On n'a pas d'émotion, on travaille fort. Ben, mon grand-père travaillait très fort. Mon grand-père travaillait, c'était un homme manuel qui était... Mes grands-parents, du côté de mon père, c'est 2 personnes très, très fières, très droites, très orgueilleuses, je te dirais. Ma grand-mère, très orgueilleuse, très, très hot, ma grand-mère. C'est vraiment une femme qui a beaucoup fait pour l'émancipation de la femme dans son coin, qui s'investissait beaucoup. C'était elle le boss à la maison. Wow. Mon grand-père le savait. Elle lidait les fermières pour faire des tartes. Elle faisait beaucoup de trucs pour les plus démunis dans le temps des fêtes. Elle était vraiment investie dans sa communauté. Autant des droits de la femme, on m'a raconté qu'elle portait un stérilet à ma grand-mère. Elle a eu 5 enfants, après ça, elle était tannée. À l'époque, c'était inimaginable. C'était inimaginable, il fallait qu'elle aille à Québec. C'était un péché. C'était un péché. Elle habitait en face de l'église avec son stérilet, puis elle chantait dans le choral. J'ai toujours trouvé ça tellement cocky, là. Juste cette histoire-là, même si, on va dire, elle est fausse, je veux pas le savoir. Je comprends. Je veux... Mais genre, connaissant ma grand-mère, c'est sûr c'est vrai. Wow. Genre, don't fuck with the Grammy, OK? Non. Non, mais... Oui, mais il n'y aura pas de bébé, c'est parfait. Mais oui, c'est ça. Ça, j'ai quand même trouvé ça charmant, là. Je trouvais ça vraiment cool, puis ça, à cette époque-là, c'était pas genre, t'allais à ton docteur du village. No. Fallait qu'elle aille à Québec
pour se faire poser un stérilet, habiter en Bellechasse. C'est juste après la Beauce. Là, c'est vraiment trou. Puis, mais c'est merveilleux. Là. J'ai passé plein de temps à la jeunesse là-bas. Oui, c'est merveilleux aujourd'hui, mais c'est moins merveilleux pour une femme en 1959. Oui, qui habite devant l'église. Voilà. Puis faut qu'ils disent... Je sais pas comment c'était sa relation avec le prêtre, mais juste faire comme « Ah, je sais pas pourquoi je tombe pas enceinte. J'ai peut-être un petit bout de ferraille dans le plot. » Je sais pas trop c'était quoi son pick. Alors, ton père est né dans cet environnement-là? Oui, puis quand même, c'est un bel environnement, en fait. Ma grand-mère, très bonne, très cuisinière, très maman à la maison de l'époque, là, mais très solide. Mon grand-père... mon père avait un déficit d'attention quand il était jeune, à l'époque, ça n'existait pas. Il était très hyperactif, fait qu'à l'âge de 7, 8 ou 9 ans, il travaillait déjà avec mon grand-père le soir. Là. Il arrivait à la maison de l'école, puis ma grand-mère faisait tout, tu s'en vas travailler, puis il allait travailler. Puis à 17 ans, il est parti pour la ville, pour Valcartier, en fait, pour devenir militaire. Puis là, il a rencontré ma mère, puis tout. Ben oui, ça c'est intéressant. C'est comment il a rencontré ta mère qui se traînait avec les Hells? Je sais pas exactement l'histoire au complète, mais quand même nice. Ma mère s'était fait pogner à faire un vol dans une école avec un dude. Une école? Dans une école, il volait des trucs. Là, je te raconte la légende de ce qu'ils m'ont raconté. D'accord. Là. Et après ça, mon père est allé sortir ma mère de prison. Et je pense que ma mère aussi s'est accrochée aussi un peu avec mon père. C'est attendrissant qu'un homme te sorte de prison. Ouais, puis aussi qu'il est militaire. J'ai l'impression qu'il y avait une certaine sécurité à travers tout ça. Quand tu veux quitter le milieu peut-être des gangs. Interlope. Ouais, tu veux quitter le milieu des gangs, puis t'aimes ça avoir un gars qui est peut-être capable de tuer du monde. Avec une fourchette. Une fourchette puis une cuillère. Mm-hmm. Mais ouais. Wow! C'est quand même cool. C'est comme toutes des petites brides d'histoires que nos parents nous content quand ils sont un peu sous. Tu sais, dans le temps des fêtes, quand tout va bien, juste avant l'échange de cadeaux, puis là, ça fait genre comme « Hey, j'ai-tu content comment j'ai rencontré votre mère? J'ai payé sa caution. » C'est juste « Vous êtes pas allé manger au restaurant? » Non. Investis ça sur une caution. C'est super. Comment ton père était avec toi? Le plus... mes parents étaient pas équipés pour dealer avec un enfant comme j'étais. Okay. Je pense pas que tous les parents sont équipés pour dealer avec des enfants. J'étais quand même un enfant, à cause de tout ça, là, plus je vieillissais, plus c'était difficile. Une grosse troupe d'opposition à l'autorité. Il était très, très, très rigide avec moi au lieu de me laisser la liberté puis me laisser... Je suis un enfant qui aurait eu besoin de genre comme... range-toi avec tes hosties de troubles au lieu d'essayer d'imposer le modèle pareil à mes deux frères qu'à moi qui sont plus passifs, je te dirais. Fait que je pense... Passif, jamais je te décrirais comme ça. Toi, mais tu sais, eux sont plus passifs que moi, puis c'est pas mauvais, là. Non. C'est juste C'est pour une être ça, là, personnalité. ils sont super fins, c'est vraiment génial. Mon grand frère, c'est le gars le plus généreux que je connaisse, fait que tu sais. Puis non, je pense qu'ils ont juste essayé de dealer ce modèle-là sur moi qui aurait pas dû être dealé. Ils auraient dû essayer de faire OK, tu bouges trop, fais du piano, fais ci, fais ça, on va t'encourager à faire plein de trucs. Tu sais, le hockey a beaucoup aidé, le soccer, mais tu sais, j'aurais juste eu besoin, genre, je pense que j'étais assez intelligent pour pas crever, mais j'aurais dû me faire mal plus souvent. Je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Il y a comme un truc qui est arrivé. Mon grand frère, il me protégeait quand même un peu dans la vie, là. Puis à T'es petit comparé, je pense, à ton père ou à tes parents ou à tes physiquement? frères. Ouais. On se demande si vraiment j'ai le bon père, là. On se demande vraiment si. Je dis pas que tu vas pas te défendre, mais t'es moins gros que... Non, mon grand frère mesure... il est pas mal de ma grandeur, mais il est 230, 240. Là. Puis mon père, il est 5 et 9, mais c'est un petit bloc. Jamais j'essaierais ton père. Jamais. Jamais. Puis il y a personne, je pense, qui... la légende que j'ai créée autour de mon père fait peur à tout le monde. De genre Michel Kunta, t'étais-tu là quand il a failli tomber par-dessus? Oui, raconte-le. Ah, mon Dieu. À un moment donné, je déménageais, puis j'avais compté au monde à l'école que mon père me montrait comment endurcir mes doigts pour réussir à arracher des gorges de gens. Ouais, c'est ici, que tu peux arracher. Tu peux arracher ça, le combat corps à corps, si jamais t'as des problèmes. Et il nous contait ça, il nous montrait qu'il s'entraînait comme ça sur la table en tapant. Puis, à un moment donné, Michel me croyait pas peut-être, puis quand on déménageait, à un moment donné, mon père, il a fait comme, pis il ça que tu peux arracher ça des trachées, ou je me sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Puis mon père a juste fait ça vers lui, et Kunta a failli décalisser au bas de la rambarde. C'était magnifique. Deuxième étage. Puis t'en parles à Michel encore aujourd'hui, il s'en rappelle. Aziz, comme si c'était hier. Mieux que je peux te le raconter là. C'est juste, c'est malade. Ah. Et comment... ton père, c'est sa carrière militaire, qu'est-ce qu'il a fait? C'était quand même intéressant pour vrai. Il y a eu des... je pense qu'il y a eu des effets négatifs de ses expériences de voyage.
Oui, parce que lui, il était déployé. Il était déployé. Il était allé en Bosnie, il est allé... On va parler de la Bosnie, parce que la Bosnie, il n'est pas juste allé en Bosnie pour voyager, il est allé en Bosnie quand... Ah oui, pendant la guerre. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, la guerre de Bosnie, c'est une guerre où il y a eu 100 000 morts, c'est une des guerres les plus meurtrières. Un génocide. Ouais. Un Il y a un génocide. Après, la Yougoslavie a éclaté. Il y avait des guerres ethniques qui ont fait beaucoup, beaucoup de morts. Fait qu'il était là en tant que casque bleu, si je comprends bien. Ouais, en tant que casque bleu pour la paix et c'était quand même dangereux. Il nous raconte des fois des affaires, des checkpoints à passer, des guns qu'il y a eu, des batailles, des couteaux, des fois des affaires qui arrivent que... Lui, casque bleu, il est là pour la paix. Il peut pas intervenir quand, par exemple, il voit des gens tuer quelqu'un. Tu sais, il y avait comme, on dirait, des fois, il nous contait des affaires qu'il y avait comme un sentiment d'impuissance aussi dans ce truc-là. Puis on dirait que tout ce qu'on a vécu en ce moment a comme pas de... On est quand même bien dans le COVID au Québec. Il y a un phénomène qu'ils ont observé après, pour les enfants des Juifs qui ont survécu au camp de concentration, qui ne pouvaient pas exprimer leur peine ou leur frustration à leurs parents en se disant « Je peux pas exprimer mes travers, mes problèmes à ces gens-là. » Ils ont vécu l'horreur de l'horreur, ils ont vécu la Shoah, ils ont vécu la pire horreur de l'histoire de l'humanité. Puis il y avait une déconnexion avec leurs parents. Est-ce que tu as senti la même chose ou pas du tout? Je pense pas l'avoir ressenti ou je l'ai pas réalisé, mais je sais que je parlais jamais de mes problèmes à mes parents. OK. Ça, c'est pas quelque chose que je faisais. Tu rapport avec ça ou c'est juste que tu parles pas de tes problèmes avec tes parents? Je parle pas de mes problèmes avec mes parents, je pense. Mais j'essaie de voir s'il y aurait pas un lien, mais non, parce que quand on était jeunes, mon père nous parlait pas de comment ça allait à la guerre. J'imagine. Et comment ça se passait. Sûrement qu'inconsciemment, on le ressentait quand il revenait, tu sais. C'est intéressant, ça. Un homme qui est témoin d'un génocide, qui revient à la maison, il est comment? En fait, je peux te dire que j'ai jamais connu mon père différemment. Parce que, tu sais, début des années 90, c'était là. 92 environ. La guerre, je crois que c'est entre 90 et 92, je crois. Je crois que c'est en 92 que les casques bleus ont été envoyés. Mais je suis pas certain. Quelque chose de même, mais moi, j'avais... Non, avant ça. C'est avant ça. Tu peux-tu chercher, voir c'est quand... La guerre de Bosnie. La guerre de Bosnie. Parce que je me rappelle que j'habitais encore à Val-Bélair quand il était déployé là, puis j'avais maximum 8 ans, fait que c'était avant 92. D'accord. C'était avant 92. Puis, mais en fait, j'ai connu mon père dans l'armée, puis j'ai connu mon père après l'armée. Puis ça a pris 5 ans quand il a quitté l'armée pour devenir un être humain normal. Wow! C'est quand même fucked up. C'est quand même fou. T'as-tu la réponse? Ouais, selon Wikipédia, ça dit que ça a commencé 6 avril 92, ça se serait fini 14 décembre 95. Pour vrai? Mais il me semble que j'étais pas encore, parce que dans le fond, moi, j'ai habité jusqu'à 8 ans. Là, il faudrait que j'envoie les dates, mais je suis un peu fourré là-dedans d'abord. Mais on était à Chicoutimi après. T'as bougé pour vrai, là, parce que si tu bouges de Québec à Chicoutimi, tu peux plus voir les gens à zéro. Non, c'est ça. Puis après ça, Chicoutimi à Saint-Basile-le-Grand. Ah, un petit peu plus tard. Tu disais que ton père, en 5 ans, il a changé pour devenir un citoyen normal, si je peux m'exprimer ici. Ouais, moins de tension, moins... il y a comme eu un événement marquant qui était quand même drôle. Il a rasé sa moustache. Il avait toujours eu une moustache, puis à un moment donné, je l'ai vu, puis j'ai fait « Hey, il y a de quoi de changer? » Puis t'essayes de voir, puis je me rappelle ce jour-là, je vais te « Chris, t'es rasé la moustache. » Mais est-ce qu'il est plus détendu? Est-ce qu'il commence? C'est quoi? Ouais, là, il est chill, là. Ouais, il est vraiment, vraiment tranquille, là. En plus, tu peux, j'imagine, lui pardonner ou le comprendre d'être stiff, si je peux m'exprimer ici, parce que c'est comme ça qu'il peut survivre. Oui, c'est ça. Tu peux pas être relax en période de guerre. J'en veux pas. Tu sais, là, on dirait que je me plains de ma jeunesse. Pas du tout. Tu mets en contexte, tu te plains pas. C'est ça, parce que je trouve. Moi, je me plains pour toi, parce que je suis incapable de pas me plaindre de quoi que ce soit. Non, mais c'est fucked up, parce que pendant un bout, je me plaignais. Je trouvais ça horrible, je trouvais ça injuste. Puis à un moment donné, je fais comme, non, mes parents ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, tu sais. Moi, ma mère a été adoptée quand elle était jeune, fait que les gens qui sont souvent adoptés dans la vie, ils ont des problèmes affectifs, ils ont des problèmes de coller, de cette affaire-là. D'abandon. Puis ils se rendent pas compte de ce qu'ils font. T'sais, moi, quand j'étais petit, je pleurais beaucoup, puis ils me laissaient pleurer. OK. Ils me laissaient pleurer, puis quand je me suis mis à avoir des blondes, j'ai laissé pleurer. Je savais pas. J'étais comme, mais pourquoi il faut pleurer? Maintenant, je me rappelle en disant une blonde, j'étais comme, pourquoi tu pleures? Va pleurer dans la chambre. Puis, mais moi, quand je pleurais, quand j'étais jeune, mes parents me disaient, arrête de brailler. Fait que, tu sais, pour moi, ça n'a jamais été ça, mais
C'est ce qu'eux ont connu. Ma mère était dans un orphelinat, elle se faisait pas consoler quand elle pleurait. Non. Mon père était à... Tu sais, tu comprends-tu, il était à la guerre, il voyait des enfants se faire poignarder dans la rue, puis il était comme « Hey, mon enfant qui pleure, ferme ta crise de gueule. » Oui, parce que la guerre de Bosnie, c'est une guerre où les civils ont vraiment péri. Là. Ben oui, c'est ça. C'est qui est triste de cette guerre-là. Fait que tu sais, il y a comme tout ça, puis tu fais comme aujourd'hui avec le recul que j'avais pas à l'âge de 17-18 ans ou 19 ans, que je fais comme, OK, là, je trouvais que c'était des mardes d'avoir fait ça tout croche, puis là, aujourd'hui, je fais comme, ben non, on avait une vie. On a eu nos points forts, nos points faibles, dans un certain sens. Je serais pas le gars que je suis aujourd'hui si j'avais pas passé non plus à travers tout ça. Puis non, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Puis il faut accepter ça, en fait. Puis toi, t'as un enfant, là, en ce moment, tu sais. Puis à un certain âge, ton enfant va être en crise contre toi. Puis à un moment donné, il va faire juste comme, ah non, mon père a vraiment fait ce qu'il pouvait. On lui souhaite. On lui souhaite d'arriver à cette réflexion-là avant que tu décèdes, genre. mais non, mais tu sais, puis ce qui est fucked up, c'est que des fois, j'essaie de me mettre en perspective. Tu sais, pas de me comparer, mais de mettre ma perspective, mon passé avec le passé d'autres gens, tu sais, puis de voir aussi que mon passé n'est pas moins pire, mon passé n'est pas meilleur, mon passé est différent de tout le monde, puis qu'il n'y en a pas de mieux, il n'y en a pas de pas bon, même s'il y a des gens qui ont l'air de venir de des familles vraiment aisées, puis qui ont des belles vies, puis des belles carrières aujourd'hui, puis que tout va bien, puis... Mais il y a eu sa merde aussi, tu sais. Puis aussi, il l'a pas, il l'a là parce que la vie est pas aussi gentille, elle fait pas autant de câlins que sa mère, puis il se ramasse dans une société où c'est que des gens sont un peu rats. Fait qu'aujourd'hui, le monde, au lieu de faire des câlins, il donne des jabs, tu sais. Fait que moi, les jabs, ils me font pas mal. Je les ai eus. Je suis jab-proof. Dans une relation amoureuse, quand est-ce que tu dois aborder le sujet? Hey, en passant, chérie, mon père est militaire, ma mère est adoptée. Là, ça va. Mais quand est-ce que tu prends? Combien de temps tu prends? Assez rapide. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Pour mettre en perspective. C'est souvent nécessaire quand je vais présenter ma blonde à mes parents. D'accord. J'explique d'où ils viennent. Okay. J'explique ça, puis ça, c'est j'ai eu quelque chose à faire parce que moi, j'ai une belle-sœur qui... mon père s'est rematché avec une autre madame qui, elle, a 3 filles. Puis j'ai une demi-sœur, pardon, pas une belle-sœur, une demi-sœur, qui s'est matchée avec un musulman pratiquant. Et mon père, tout ce qu'il a connu de la culture étrangère, l'a connu pendant la guerre. D'Irak. Il a connu... Oui, il a fait la première tempête du désert. Guerre du Golfe. La première guerre du Golfe. Wow. Fait que, tu sais, il a fait ça. Tu sais, il a fait ces affaires-là. Les Arabes qu'il connaît, ils lui tiraient dessus. C'est pas... C'est ça. Fait que, tu sais... Non, mais c'est dans sa perspective des choses, il a vu tous les peuples qu'il a vus à travers ses yeux, c'est dans les pires situations. C'est dans le chaos. Et au début, je sentais la famille un peu réticente envers ça. Et à un moment donné, tu fais comme juste... OK, c'est quand même fucked up tout ce qui se passe en ce moment. Et on dirait que tout a comme fini par passer. Tu sais, il a jasé. Mon père, il a jasé. Il y a quelque chose de vraiment cool. Et encore aujourd'hui, mon père, il offre de manger du bacon. Et il a fallu... Ça, c'est... Parce qu'à un moment donné, j'ai fait la ride d'auto avec ma demi-sœur puis son mari. Puis là, j'ai pris le temps d'y expliquer. C'est le mieux que tu vas avoir de lui. Je le sais qu'en ce moment, tu trouves ça un peu gossant. Mais il rit en le disant, c'est de l'amour. On va jamais... Il peut pas aller mieux. C'est le sommet, puis c'est un bon sommet pour d'où il vient. À un moment donné, mon père avait dit une autre phrase. J'avais un ami homosexuel qui nous aidait à déménager, puis mon père a dit c'est le fun, tu sais, les gays ont le droit, puis nous autres, on a les nôtres, puis c'est correct comme ça. Et sur le coup, c'est horrible. Mais c'est pas mauvais quand tu... C'est pas mauvais. C'est pas mauvais quand tu réfléchis d'où vient le gosse. Tu comprends? C'est ça. Militaire, guerre, la bosse. À l'époque, aussi à l'époque, les gays n'étaient pas bienvenus à l'armée, ou si t'étais bienvenu, c'était secret, à cacher. C'est tout ça, tu sais, c'est tout son environnement de vie. Et aujourd'hui, il considère que les homosexuels ont des droits. Mais pas comme... Oui. C'est huge. Je ne me serais jamais attendu à ça. Fait que tu sais, c'est ça, c'est... Puis moi, je mets en perspective d'où mon père vient, fait que je fais comme, ah, c'est cool, ça va de où il vient. C'est pas correct, mais c'est mieux que ça pourrait être. Ah, c'est beau. C'est très beau. Quand est-ce que t'es tombé en amour avec l'humour? Je sais pas si je suis tombé en amour avec l'humour. Même à ce jour, hein? J'adore mon métier. J'adore ce que je fais. J'adore faire des jokes. J'adore réfléchir. J'adore trouver des incohérences dans les trucs. J'adore... Je peux comprendre ça. Puis il y a plusieurs comme ça. Vous aimez la comédie. Vous aimez réfléchir à ça.
mais c'est pas moi l'humour, le besoin de ça tout le temps, puis l'humour des autres, puis je comprends. J'aime beaucoup faire de la scène. J'aime beaucoup la scène, me manque énormément en ce moment. Moi, j'écouterais autant de stand-up si je faisais pas de stand-up. C'est pas le cas de tous les humoristes. Ouais, je suis devenu plus gay quand j'en ai fait, puis quand j'ai compris comment en faire. Puis là, j'ai compris comment en faire, puis là, je me suis mis à en écouter quand je fais comme... Parce que là, je peux comprendre la science de tout ça, puis je me sens intelligent en l'écoutant. Mais j'aime beaucoup mon métier parce que je trouve que l'art... Moi, j'ai l'habileté de communiquer des idées en étant drôle. Mm-hmm. Il y en a que c'est avec la musique. Puis moi, c'est ma forme de communiquer ça. C'est par rapport à ça. Puis je pense que... Je dis pas que mon point de vue compte tant que ça, mais je pense que j'ai... Tu réfléchis. Oui, puis je pense que C'est pas n'importe quoi. Je pense que j'ai une façon de communiquer les trucs qui peut faire en sorte que les gens m'écoutent. Puis je trouve qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que moi, qui ont des affaires encore plus intelligentes que moi, mais qui n'ont pas l'habileté de communiquer. Fait qu'en ce moment, ils sont dans leur sous-sol avec des béchères. Mais s'ils étaient si intelligents que ça, ils pourraient apprendre à communiquer. Ouais, mais tu sais, il y a des gens qui n'ont pas ce sphère dans leur niveau d'intelligence. Ben ça oui. se développe, non? J'ai un ami, là, il est en France, il travaille pour une autre université. Il a travaillé dans une université à Washington, là, il est rendu en France, à Nancy, puis il travaille dans les universités, puis le monde, ils veulent l'avoir. Mm-hmm. Mais j'ai jamais vu quelqu'un ne pas être capable de parler à des gens autant que ça. Ouais, je comprends. C'est vrai, la communication, t'as raison. Mais c'est une sommité, il pourrait tellement nous enseigner des affaires, puis quand j'y parle, c'est moi qui, quand on parle ensemble, je parle. Il sent, tu sais, puis je suis comme, Chris, parle plus. Genre, toi, c'est pertinent. Il est vraiment... Qu'est-ce que tu écoutais, qu'est-ce que tu regardais quand tu étais enfant? J'ai écouté les Pokémon adolescents. C'est pas très drôle, ça. Mais j'aimais ça quand même. Mes premiers stand-up que j'écoutais adolescent, c'est les Patrick Huard. Ce qui passait au gala juste pour rire. Ouais, j'avais acheté les DVD. Yeah! J'avais acheté les DVD des Grandes Gueules. J'avais acheté les DVD de Martin Matt. J'avais Dieudonné aussi. C'est Dieudonné. C'est excellent, Dieudonné. C'était mon premier méga coup de cœur humoristique, Dieudonné, que j'ai fait. L'humour peut être ça. Parce que, tu sais, les autres humoristes que j'écoutais... sont différents de Dieudonné. Sont différents, mais je trouvais qu'ils shakaient moins la société et j'aime quand même choquer les gens dans ce que je fais et je trouve que Dieudonné a été une bonne prémisse au métier pour moi. Puis à 17 ans, 16 ou 17 ans, j'étais en secondaire 5, puis il fallait faire une entrevue avec qu'est-ce qu'on voulait faire quand on était plus vieux. Puis j'avais réussi à avoir une entrevue avec Dominique et Martin. Wow! Puis ils m'avaient accordé une entrevue après un spectacle, ils m'avaient payé des billets pour leur show au Club Soda. On avait jasé après, puis après ça, plus tard, à l'école de l'humour, Martin de Dominique et Martin était mon professeur à l'école. Fait qu'il y avait comme... il y avait comme quand même, une rencontre. Quand même une petite boucle charmante. Là. C'est comme si c'était une belle histoire romantique. Et quand est-ce que tu as décidé de t'inscrire à l'École nationale de l'humour? J'avais fait les auditions une première fois. J'ai été refusé après l'audition, le stage. Mm-hmm. Mais ça, j'ai trouvé ça weird parce que les autres gens dans l'année avec qui on allait prendre un verre après pensaient que je le faisais à l'école. Puis puis moi aussi, je pensais que ça avait bien été, en fait. Puis j'ai pas été pris. C'est l'année aussi qu'il y a eu Pascal Barriot, Pascal Morissette, François Boutin. Personne fait de l'humour cette année-là. Il n'y a plus personne qui est dans le stand-up. Il y a 2 animateurs de télé, mais le reste, je pense qu'il n'y a plus personne qui travaille dans le milieu. Et après ils font plus de stand-up. Ils font plus de stand-up, mais ils travaillent dans le milieu ailleurs. Puis après ça, 2 années plus tard, j'étais arrivé à l'école de l'humour, j'ai fait l'audition, puis on a fait une année d'école de l'humour ensemble. J'ai dit lors de mon audition, j'ai fait « Vous m'avez pas pris lors de la première fois, puis je considère que vous avez fait une erreur. » Fait que c'est pour ça que je suis de retour. Bonne joke. Puis j'ai starté avec ça. J'ai été pris. Après le stage, j'étais sûr que j'étais pris. Là. J'avais vraiment le feeling que tout s'était bien passé. Puis après ça, j'ai appris à faire de l'humour en 2013, quand j'ai fini l'école en 2011. OK, parlons de l'école. Qu'est-ce que tu as pensé de l'école? J'ai adoré mon passage à l'école quand même. OK, qu'est-ce que t'as pas aimé de l'école? On a fait de l'école ensemble. J'ai pas aimé... T'étais vieux? Ben vieux. J'avais 25. C'est ça, nous, notre cohorte était très jeune. Ouais, j'avais 25, tout avec quel âge? Moi, j'ai eu 20 à l'école. C'est ça, t'étais très... T'aimais ça, toi, quand il y a du monde qui joue au soccer pendant le midi? Tu devais triper, toi. Oui? Que tu te dis, je paye beaucoup, beaucoup d'argent pour être ici. Puis je reçois un ballon sur la face. Mais il y avait... il y a eu des gens très intelligents avec qui... On est chanceux d'avoir eu cette année-là, en fait. Oui. Parce qu'il y a des gens... Des Sébastien Ravary qui était avec nous autres, qui est un auteur super intelligent. Il y avait Gabriel d'Almeida-Fretas, un talent incroyable. On a fait l'école avec des belles personnes. Phil Roy. C'est pas les gens à l'école que je remets en question. Je remets rien en question. C'est que l'école de l'humour, c'est particulier comme environnement. L'environnement est particulier d'être obligé de passer 2 ans avec des gens que tu connais pas. C'est vrai, vous, c'est 2 ans. 2 ans.
J'ai trouvé, avec mon recul aujourd'hui, je trouvais que l'école était un peu vieux jeu à notre époque où ce qu'on l'a fait, mais j'ai l'impression qu'elle était peut-être dans une époque aussi de transition. Je sais pas de quoi elle a l'air aujourd'hui. Moi non plus. Mais je trouvais que c'était un peu... je me suis déjà fait dire à l'école, genre, tu réussiras pas si tu fais des jokes de même, tu sais. Génial. Fait que ça m'a remis un peu en question, qui a fait en sorte que quand je suis sorti de l'école de l'humour, j'essayais de faire des anecdotes. J'essayais de faire des histoires comme les raconteurs québécois là, qui font comme « Oh, là, j'ai arrivé comme Pèlerin, ça. » là, oui. Ouais, puis essayer d'avoir... Non, pas pèlerin, genre des humoristes québécois qui font des anecdotes, là, qui font comme « J'ai quelque chose... » Mais c'est pas ça que je fais comme humour, tu sais. Même dans la vie, c'est rare que tu comptes des anecdotes. Ça me gâche. Je trouve pas que c'est intéressant de compter des histoires. Je trouve que les gens qui comptent leur vie ont pas de perspective. Je fais comme « Fuck off. » Mais, genre, non, mais tu sais, à quel point ta vie, t'es pas si intéressant que ça. On a comme plein de films. Tu peux-tu battre Mission Impossible 1? Non, ta gueule. Juste ta gueule. Mais, au-dessus de ça. Si t'as pas d'idée, arrête. Mais, non, mais ça mène pas une idée plus grande que ton histoire. C'est pas je comprends Winston Churchill qui raconte des anecdotes. Parce qu'il raconte des anecdotes sur, mettons, la conférence de Yalta avec Staline. Mais si c'est pas ça... Non, mais conte-moi une anecdote anodine de genre quelqu'un qui a fait cuire son saumon puis ça sentait à marde, mais qui amène dans un sujet plus grand qui est comme le non-respect des autres dans la société. Tu sais, de quoi de même? Je peux pas juste me dire... ça puait. Que t'as daté quelqu'un puis t'as fait des grilled cheese. Ben oui, ta gueule. Je comprends. Mais ça, c'est mon point de vue. Mais non, puis en 2013, ma vie a changé un peu. J'ai commencé à faire de l'humour sérieusement, à retrouver confiance en moi, puis à retrouver confiance en ce que j'ai le goût de faire pour vrai. Puis c'est drôle parce que là, dernièrement, j'ai fait un truc qui s'appelle le Comédia Club de Pascal Cameron. Puis j'ai choisi les 3 plus vieux numéros que j'ai fait au Comédia Club, qui est un truc qui enregistre pour la télé au Grand Rire de Québec à l'époque, qui est maintenant le Comédia. Puis j'ai mon numéro de 2012, j'ai choisi 2013 puis 2014. Et quand j'écoute mon numéro de 2014, je me rends compte que j'avais commencé à faire ce que je voulais faire. Je l'écoutais puis j'étais comme... Ah, ça, c'est les balbutiements de ce que je fais aujourd'hui qui n'a aucun rapport avec 2012, qui n'a aucun rapport avec 2013. Et en 2014, je fais comme... C'est pas encore bon, mais je fais... Là, je me respecte. Qu'est-ce qui est différent? Je suis fier quand je le fais. OK. Je suis fier quand je le fais. Je trouve que je suis dans l'ironie. Je prends des risques. Pas juste provoquer les gens. Je prends des risques intelligents, calculés. Parce que provoquer pour provoquer, c'est extrêmement simple. C'est super niaiseux. Mais il y a quelque chose de vraiment le fun. J'ai aimé cet exercice-là pour ça. Parce que dans ma tête, j'ai vraiment commencé à faire de l'humour en 2013. Puis le numéro de 2013, je l'ai écrit en 2012. Fait que, tu sais, le 2014 révèle vraiment que j'ai acheté un livre qui s'appelle Comedy Bible, qui est vraiment le fun si vous voulez faire de l'humour. Tu l'as-tu, toi, ce livre-là? Non. C'est super con. Ça te dit pas c'est quoi qui est drôle ou pas drôle. Ça te dit juste une structure d'écrire un numéro humoristique. Puis après ça, tu fais comme OK, comme ça qu'on fait une blague. Puis après ça, tu pars avec ça. Puis là, j'ai fait OK, cool, la vie est belle. Puis depuis ce temps-là, je l'utilise plus. C'est comme ancré en moi. Puis en lisant ça, j'ai fait c'est pas vrai qu'on devrait avoir le cours d'écriture de blagues à la première session à l'école parce qu'on apprend à écrire des blagues à la première session. Mais déjà là, on sait même pas qu'une blague, il faut une émotion avant, qu'il faut une intention, qu'il faut ça. On commence par écrire des jokes sans savoir qu'est-ce qu'il faut qu'ils viennent avant. C'est quand même weird, ça. Pour moi, il y a quelque chose qui était Moi, c'était l'inverse. Moi, j'avais les émotions, mais j'avais pas la structure. C'est quand même fucked up. T'avais déjà ce côté-là, mais tu sais, en tant que cursus scolaire, tu veux que tes jeunes sachent c'est quoi une prémisse, d'avoir une émotion, puis ensuite de savoir c'est quoi, comment les puncher, tu sais. Il y a quelque chose de fou là-dedans, tu sais. Puis je fais comme, ça m'a comme... Bloqué, disons-le. Ça m'a bloqué, mais quand j'ai découvert ce livre-là, j'ai fait comment je me sens par rapport au plancher. Ben oui. Parfait. Maintenant, je trouve que le plancher, c'est de la merde. Aussi. Maintenant, mes gags sont orientés vers le plancher, c'est de la merde. Au lieu de faire des gags de plancher, puis savoir... Tu sais, c'est ça qui devient magique avec ce livre. Moi, ça m'a toujours... J'ai toujours trouvé ça curieux quand j'entends nos collègues dire « c'est avec des blagues ». Fait que tu dis rien. Tu fais juste mettre des mots un dessus de l'autre. Si tu ne me penses pas ce que tu dis, pourquoi je t'écouterais? C'est ça. Je perds mon temps. Puis quand tu dis c'est rien que des blagues, tu diminues probablement ton métier. C'est vrai. Parce que tu fais pas rien que des blagues, là. Les gens payent pour ça. C'est comme si tu vas dans un restaurant puis quelqu'un te sert un truc, fait comme c'est rien qu'un sandwich. Ben j'en veux pas ton esti de sandwich. C'est rien qu'un sandwich. Come on, sois fier de ce que t'as cuisiné.
Mais non, T'as raison. mais je trouve ça con. Puis dire que c'est rien qu'une blague, ça veut dire que t'es pas capable de la défendre. T'as raison. Défends-la. Mais C'est oui. vrai, parce que aussi, ouais, je comprends. Moi, je me rappelle, quand je commençais à écrire des blagues, mon seul objectif, j'avais un des objectifs aussi, c'était juste que la blague fonctionne. Ouais. Puis ça, c'est un des avantages de l'École nationale de l'humour, c'est que tu peux écrire n'importe quoi parce que ça reste entre 13 personnes. Oui. Mais ça fait un moment que tu fais le métier, puis si tu te prétends humoriste, c'est normal que des spectateurs ou des gens sur Internet soulignent « Ouais, mais tu viens de dire que tel groupe de personnes n'a pas de valeur. Est-ce que tu crois ça? Ah non, je pense pas ça! » Mais à la limite, pourquoi tu le dis? « Ouais, mais parce que cette journée-là, j'avais rien d'autre à écrire. » Mais c'est con. Mais c'est qu'au début, on cherche tellement le rire. Tu sais, encore dans les vidéos que j'écoutais à un moment donné, je fais un gag, là, puis je dis que je me chicane avec une madame parce que son chien est sur une table de pique-nique. Puis là, elle dit mon chien veut être là. Je fais comme ah, wow! Chris ton chien à terre. Puis là, j'ai ma date qui s'en va. Puis là, je fais comme hey, je me suis chicané avec un chien, mais je chicanerai pas avec une chienne en plus. Je dis cette blague-là. Puis aujourd'hui, je le réécoute avec ma perspective. Je fais comme hey, je suis désolé. Mais c'était 2012-2013. Je voulais juste faire rire le monde. J'étais comme juste hey, aidez-moi, aidez-moi. Puis ce que j'ai réalisé dernièrement en faisant de l'humour, c'est que la personne qui fait rire le plus le monde dans la salle n'est pas nécessairement le numéro préféré des gens. Ah, c'est intéressant. Parce qu'il y a des numéros que tu fais genre, j'ai moins ri, mais les gens, on dirait que des fois, on prend le monde pour des épais. Qui comprennent pas ce que tu veux faire ou que tu t'en vas, puis tu fais comme, ils vont saisir le deuxième niveau, c'est smart, il y a des gens qui aiment ce genre de truc-là, donnons-leur. Moi, le numéro là, que j'ai créé les plus belles réactions, c'est un numéro sur la peur d'aimer. C'est pas mon numéro qui crée le plus gros rire. Pas ton closer. En fait, je le closerais avec, parce que les gens, c'est marquant, c'est comme numéro. C'est génial. Mais c'est pas lui qui va... Les gens vont plus se taper ses cuisses, mais que les gens vont faire... Est-ce que c'est vrai qu'on n'est pas capable de s'aimer? Est-ce qu'on a peur de ça? On est là. Puis les gens sont dans une... Premièrement, c'est un angle que personne n'utilise en humour. Ouais. Je m'en vais ailleurs. Je parle d'expériences personnelles vraiment troublantes, tristes, puis je réussis à quand même à créer des rires autour de ça. Quelqu'un arrive avec une anecdote après moi qui fait comme j'ai fourré avec une fille, j'en fourrais tellement fort qu'on faisait des trous dans le mur de J-Proc en avant, il va avoir des plus gros rires que moi. Mais après le spectacle, les gens vont se souvenir de hey, le gars qui a fait un numéro sur la peur d'aimer, parce c'est différent. T'amènes de quoi? Tu parles de vraies choses. Il y a quelque chose de... Plus je fais de l'humour, plus je me rends compte que tout le monde est capable d'écrire des gags qui vont faire rire. T'es-tu capable d'être plus intéressant que le gars avant toi? C'est brillant, ça. C'est très, très brillant. Il y a une expression américaine, il y a un artiste américain qui disait ouais, tu peux les faire crier, puis tu les faire taire en parlant des spectateurs. Ouais. Puis tu les rendre silencieux. Hey, Puis dans un bon spectacle, il y a des moments de silence qui sont très pertinents, puis qui sont très riches. c'est tellement beau. Le meilleur exemple, c'est quand on parle du meilleur numéro que jamais été écrit au Québec, c'est les noms que ça donne. C'est pas le plus drôle. C'est pas le. Les George Carlin, les 7 mots qu'on peut pas dire à la télévision, c'est pas son numéro le plus drôle. Par contre, c'est son plus pertinent. Il remet en question la censure. Oui, vraiment. Puis on s'en rappelle. Puis c'est fou. C'est ça qu'il faut. Puis j'aime tellement cette expression-là que tu viens d'utiliser. Là, c'est le silence. Être devant une foule de... Un silence plein. Là, pas juste un silence... ouais, j'aime ça les bananes, puis le monde est en silence, puis tu fais j'ai réussi, hein? Non, il faut qu'il y ait un silence. Un silence que tu sais que tu veux qu'il existe là, puis que tu prends le temps. C'est tellement beau, une mer de gens qui te regardent en silence en attendant la suite. Tu sais, ce genre de... sont suspendus à tes lèvres. C'est quasiment un plus beau feeling qu'un rire. De juste genre, on est tous là en même temps. T'es comme juste, oh mon Dieu, c'est un projet. T'es comme, c'est tellement hot, ça. Je m'excuse. C'est génial. C'est juste que là, je suis dans nostalgie de quand il y avait des shows, puis... OK, comment tu te sens? Ça fait quoi? Ça fait 3 mois que t'as pas fait de spectacle. Comment tu te sens? Je peux pas... C'est pas vital. Je me sens pas que ma vie va mourir. Je suis bien entouré. Je suis avec ma blonde. On est heureux. Tu fais du vidéo? Je fais du vidéo. Je découvre que je suis capable de faire du montage. J'ai développé des skills. Je me tiens vraiment occupé. J'ai créé un nouveau spectacle en cas où que la vie recommence. Let's go! J'ai 1 heure, là, ça s'appelle mon spectacle au ZooFest 2020. J'ai pas changé le nom du fichier, mais ça s'appelle ZooFest 2020.
Non, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de recommencer. Ça, c'est sûr. T'as pas peur? Moi, je suis convaincu que je suis plus drôle. Puis que je suis plus capable de compter des blagues dans un micro. Ah, des fois, je fais des numéros devant personne chez nous pour voir si j'ai encore du timing. C'est bon, ça. Je m'amuse, je fais comme... puis là, je gosse. Puis non... Tu penses quoi des... faire des numéros sur Zoom avec un... Je l'ai essayé. C'est cool. C'est pas cool. C'est quand même cool. Pour vrai, ils ont vraiment bien développé le truc pour qu'on entende des rires. C'est juste que faut que tu décales un peu ton timing. Parce que le temps que les rires arrivent, c'est plus long que quand ils sont dans ta face. Fait que tu peux pas garder ton même rythme que t'avais, que t'es habitué de garder. Fait que, tu sais, comme là, vu que ça fait longtemps que je n'ai pas fait, je faisais un numéro, mais un peu plus sur le pilote automatique. Ben oui. Puis là, je fais comme, les gens rient. Mais en fait, j'ai pas le goût Ils t'interrompent plus qu'autre chose. C'est ça, mais j'ai pas le goût, en fait, des entendre rire nécessairement. Je fais comme, j'aimerais mieux que les gens rient à la maison en m'écoutant, puis qu'ils rient pour eux autres. Pas besoin que je les entende, puis que je puisse garder mon rythme, puis que tout le monde soit timé, tu sais. Au lieu de la personne qui rit, que son micro, qui rit trop longtemps, ben on entend son micro à elle, mais puis personne rit parce qu'elle est collée sur un piton. Fait que ça devient un peu weird. Mais sinon vraiment, c'est cool. Puis le Wi-Fi Comedy Club ont vraiment fait quelque chose de très bien. Là. Ils ont un studio, puis tout. C'est très cool. Let's go! Ouais. T'as-tu peur? Penses-tu que ça va recommencer? Comme avant, quand tu pars que les bars ferment, J'ai plus peur pour les entrepreneurs, les gens qui ont... Tu sais, moi, j'ai pas d'employés, là. Mm-hmm. J'ai pas de pertes. Mais il y a des gens qui ont mis leur vie à faire des entreprises, des projets, tu sais, ils tenaient, ils ont mis de l'argent, ils sont endettés, ils ont travaillé tellement fort pour faire ça, puis ces gens-là, aujourd'hui, ils se retrouvent devant fuck all. Mm-hmm. Ça, je trouve ça triste plus que moi qui fera plus de show. Je comprends. Tu sais, je trouve ça plate que le terminal qui venait de faire des rénovations puis tout n'a pas réouvert depuis au niveau des spectacles. Puis que je sais à quel point ils ont mis de l'argent, qu'ils ont travaillé Jake, qui est le propriétaire de ce bar-là, il s'investit au maximum. Il écoute les humoristes, qu'est-ce qu'on veut. Il s'arrange pour qu'on se sente bien là-bas. C'est très triste. Il est là pendant les spectacles, le monde qui boucle. Tu sais, les boîtes de gérance, moi, dans ma boîte, il y a du monde qui ont été mis à pied. Ma gérante a été mis à pied, là. Fait que, tu sais, fait qu'il a fallu qu'il coupe. Il n'y a plus d'argent qui rentre, il n'y a plus d'argent de spectacle, j'ai plus de corpo, j'ai plus rien. Fait que, tu sais, elle a plus de job. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça triste que j'ai commencé mon projet de carrière avec elle. Puis aujourd'hui, ma gérante est à la maison en train de se faire bronzer puis attendre que les trucs repartent pour avoir une job. Ben oui. Le temps que le PCU arrête puis qu'elle recommence. Parce qu'il y a quelque chose... Tu sais, on veut travailler. C'est ça qui me fait chier. C'est qu'on veut travailler, nous autres, en plus. On veut pas non plus contaminer tout le monde. Je veux plus travailler que je veux pas contaminer le monde, mais je comprends le truc, mais il y a une folie là, en ce moment avec tout ça. Puis ce qui est plate, c'est que ça nous donne beaucoup de temps de réfléchir, je trouve. Puis bien, non? C'est juste que j'arrive des fois à des conclusions de... On désengorge le système. Nos malades vont être égales, mais on fait juste comme diminuer la courbe. C'est ce qu'on veut faire. Il faut qu'on l'attrape. On comprend toute cette espèce de principe-là, mais tu sais, les problèmes psychologiques, tu sais, les problèmes d'alcool, la violence, les séparations. En ce moment, il y a des enfants qui avaient la chance d'aller à l'école parce qu'ils sont dans des familles de marde, des familles violentes. Leur repos à chaque jour était de prendre leur sac à dos, leur boîte à lunch vide, puis de se rendre à l'école, puis d'avoir la crise de paix. Ces enfants-là passent depuis 3 mois du temps avec un monsieur ou une madame qui les haït. Ou les deux. Les deux. Fait que, tu sais, il y a tellement de problèmes qui vont découler de ça. On pense que c'est une solution, le confinement. Non, c'est dévier des problèmes sur autre chose. On dévie ailleurs. La Suède a un modèle qui a à peu près même nombre de morts que nous, au 100 000. Ils ont juste comme piqué dans un sommet de tout, puis tout ça. Puis je me demande si, après ça, on compare, là, on va parler vraiment Il est trop tôt pour comparer. Spéculation là, dans le futur, de genre, à quel point leurs problèmes psychologiques futurs vont être moins graves que le problème de la petite fille de 2 ans de mon ami que j'ai croisée, puis qui est arrivée pour me faire un câlin, puis elle fait non, tu sais que sa mère fait comme non, va pas là, puis elle comprend pas encore, mais elle fait comme non, va pas là. Tu sais, tous ces non, touche pas ça, reste loin de ton ami, fais pas ci, fais pas ça. Le monde qui sont seuls dans leur appartement depuis 3 mois, qui sont juste, hey,
c'est fou, là. Mhm. C'est fou des... Ah, man. Moi, ça me trouble plus que La mort. la mort. C'est ça qui est particulier. Ça me trouble C'est plus que que des la fois, mort. l'alternative, parfois, c'est il y a des gens qui vont. La Je préfère avoir. La solitude diminue l'espérance de vie. Je Puis tu isoles des gens. Je comprends. Je comprends ton discours, puis il est intelligent. Par contre, C'est pas éthique. c'est pas que c'est pas éthique. Au contraire, c'est même éthique ce que tu proposes. Parce que dans ton éthique, il y a des gens qui vont souffrir de la souffrance. Très éthique. Mais dans mon truc, c'est que je suggère qu'on devrait pas confiner, puis on devrait justement dealer avec les conséquences de la pandémie. C'est surtout qu'il faut. Je crois, dans le pire. C'est dans ce cas-ci, je crois, il faut écouter le pire des scénarios. Et le pire des scénarios, ça a été ça se peut que ce soit une pandémie mondiale, puis il faut la contrôler. Par contre, ça, en ce moment, il y a des gens qui la remettent en question. C'est très épineux. C'est très. C'est très... J'ai hâte d'avoir dans 3-4 ans, quand peut-être ça va être fini. Parce On va qu'il y a... pouvoir lire. Parce que là, en ce moment, on lit les données en plein milieu. Ouais. C'est particulier, ça. On peut pas le mettre... On peut le comparer aux données présentes de des... Puis la pandémie a pas commencé au même moment dans tous les endroits. Il y a T'as raison. plein de... Mais c'est particulier parce que là, on va le voir avec les manifestations. Il y a eu des manifestations partout aux États-Unis, un peu au Canada. Mais ça n'a pas augmenté au Canada. Tu sais, il n'y a pas eu de... Tu sais, il y a eu trop des tôt. manifestations à Montréal. Il est trop tôt. Mais tu sais, Ça fait une semaine. mais tu sais, les gens seraient atteints. Ça peut prendre du temps. Ah Ça, ouais. c'est ça. Fait qu'il faut attendre quelques semaines. Si ça monte pas, Mais en fait c'est ça. Là, tu sais, Florence puis moi, on pense qu'on l'a eu en début, en fait. OK. C'était notre diagnostic personnel. On pense qu'il l'a eu. Oh non, mais on a eu mal à la gorge. Oui, mais tu on a eu vois, des un problèmes. rhume. J'étais arrivé, moi, de l'Angleterre, en plus, le 21 février. Puis après ça, je suis allé à Sherbrooke. Après ça, j'ai eu un choix à Trois-Rivières. Yeah. Puis les épicentres ont été genre comme Bromont. Puis tout dans le cours, c'est que j'étais. Puis moi, j'arrivais de l'Angleterre le 21 février, où c'est qu'en Europe, ça a déjà commencé. T'es peut-être responsable. Je suis Yeah! le patient zéro canadien. Vraiment hot. Tu as toujours un discours dans ton humour. Je crois que tu travaillais pour Oxfam, hein, avant? Oui, je travaillais pour Oxfam. OK, parle-moi de ça, s'il te plaît. En fait, ça n'a pas rapport avec mon humour, en fait. Les points de vue que j'ai dans mon humour viennent d'eux-mêmes. Je les force pas. Au début, je voulais les forcer. Au début, je les forçais, je fais comme, je veux faire un numéro là-dessus. Je veux me concentrer, je veux parler de ça. Puis je trouvais que ça marchait pas. Ça marchait moins, en tout cas. Puis à un moment donné, j'ai fait juste... je me sais pas qui m'a dit ça. Quelqu'un m'a dit... Essaye pas de... Ah oui, je pense que c'est Daniel Fichot. Elle m'a dit, essaye pas d'être engagé. Tu l'es. Tu vas l'être. Tu vas l'être dans tes propos, puis par engagé, je veux souvent dire, j'aime mieux défendre les plus faibles que honorer les plus grands. En vrai. Faire du bien, là, faire une joke de BS, là, je trouve tellement que c'est piler sur quelqu'un qui peut pas se défendre. Je comprends pas encore. Là. Il y en a encore des fois dans les bars que je vois là, des jokes sur des gens qui sont victimes souvent de la société, ou des jokes sur genre comme ouais, mais c'est ça que fait du crack. C'est comme mais pourquoi tu fais ça? Parce que ça, c'est quelque chose qui me répugne. On essaie d'en faire du crack, toi puis moi. Fait que je pense qu'on part. Moi, je me sens bien dans... On a failli faire du crack depuis moi. Fait que je pense qu'on peut se manquer du crack. On peut se manquer du crack. On a déjà acheté de la coke à Berry. C'est vrai. Veux-tu compter ça? On l'a compté souvent quand même. Ah, t'as raison. On a quand même compté souvent. C'est une belle anecdote de vie. Mais je pense que ça monte bien parce qu'au début, tu racontais que des fois, tu comprends pas les normes sociales. Ouais. Puis je pense que t'as pas compris les normes sociales d'acheter de la drogue à Berry. Qu'est-ce qui s'est produit déjà? J'ai dit à un gars que c'était pas de la vraie coke. Il nous a amenés dans une ruelle. Oui. Il nous a menacé avec un couteau. Puis j'ai fait... Tu me niaises. Puis non, t'es-tu sérieux? Puis après ça, j'ai tourné dos. Ouais. T'as bien ça. Tout ça en état d'ébriété. Oui, on venait de boire de la lèvre brune. Je me rappelle, qu'on était bourgeois. T'as sous-entendu qu'un homme avec un couteau n'avait pas le courage de te poignarder puis tu as tourné dos. Il avait pas le courage. J'ai prouvé mon point. T'as eu raison. S'il avait eu le courage, il l'aurait fait. Tout à fait. Et je sais pas s'il est sûrement à l'écoute en ce moment. Je voudrais juste te dire... Il sort avec Nathalie. Il sort avec Madame Nathalie. Ah, pour c'est vrai? un couple maintenant. Je veux juste te dire que t'es une fucking fag. Pas rien de me poignarder dans le dos, grosse shot. Tu dis que ton humour, t'aimes beaucoup t'engager. Ben, j'aime... C'est pas... Je sais pas si je peux dire engagé. Parce que je pense que juste investir sur n'importe quel Alors, sujet. t'aimes parler de trucs... Que les gens aiment pas entendre. Je comprends. J'aime trouver une façon drôle de
de parler de peu des enfants travailleurs. J'aime trouver une façon drôle mais ça vient de soi-même. Avant, je voulais parler d'enfants travailleurs. Aujourd'hui, je le fais à travers mon humour de toute façon. Tu sais, comme mon numéro, c'est la peur d'aimer. Il y a personne qui veut se faire parler de peur d'aimer nécessairement pendant un show d'humour. Mais moi... On le sait pas. Les gens... Oh oui, en fait, peut-être. Mais Quand je veux dire, on oublie qu'un show d'humour, les spectateurs, ils n'ont pas d'attente. Mis à part, j'espère qu'il va être drôle. c'est ça. C'est rare les spectateurs qui se disent, j'espère qu'il va parler de la Nouvelle-Guinée, d'une tondeuse, de sa blonde à sent bon. Ils n'ont pas un setlist dans leur tête. Ils veulent juste rire. Ils n'ont pas de cette liste. Ils sont là pour rire. Fait que, tu sais, je trouve que c'est plus... C'est plus naturel. Non, c'est plus douloureux se planter avec un numéro sentimental près de toi. Moi, je dirais l'inverse. Parce que si tu te plantes avec un numéro sentimental, au moins tu t'es exprimé. Si tu te plantes en contant une anecdote qui veut plaire puis tu plais pas, t'as plus rien. Ouais, j'avoue, tu tournes dans un vide. Ouais. C'est comme essayer de porter ton plus beau linge puis que le monde fait comme c'est laid. Non, c'est différent. Du plus beau linge, mais que les autres t'ont dit que c'est le plus beau. Si toi, tu considères que c'est le plus beau linge, s'ils disent que t'es laid, tu fais, moi, je le trouve beau. Tandis que si tu t'es acheté... pas t'acheter, mais t'as engagé quelqu'un pour un styliste pour t'habiller, puis le monde te trouve laid, t'as rien. T'as tout perdu. T'es laid, puis là, c'est pas ton vrai linge, puis t'es pas bien, puis tu te dis, mais c'est pas mon vrai linge, je suis pas vraiment de même. Ils vont, pourquoi tu le portes? On m'a dit fait que si au moins, si on fait ce qu'on aime. T'as raison vraiment. Puis tout le temps, moi, cette fierté-là de pouvoir défendre ça. Quand t'aimes ce que tu fais, tu peux le défendre. Puis t'as raison. Je suis là parce que. Moi, je peux défendre n'importe quoi. Moi, j'ai très. À ce niveau-là, je peux défendre n'importe quoi. Ouais, moi, des fois, je regarde des gens faire des gags sur scène, je fais comme. Moi, je serais prêt à défendre cette blague-là. Genre, si j'ai fait sur scène, quelqu'un vient me dire, pour vrai, c'est horrible cette blague-là. Je fais, si je peux pas te défendre. Chaque blague que je fais sur scène, si tu viens me voir après, tu fais comme, t'es un esti de carte d'avoir fait ça, je vais pouvoir t'expliquer pourquoi je l'ai fait, c'est quoi le meaning, puis je suis vraiment désolé de t'avoir affecté, puis que ton passé soit pas géré. Après un spectacle, il y a une fille qui est venue me voir. Un humoriste ou une spectatrice? Une spectatrice. Okay. Puis qui pleurait. Elle pleurait? Elle pleurait, elle était troublée, ce que j'ai fait sur scène. Qu'est-ce que ça fait? Là, c'était un numéro sur je disais que... c'était mon numéro, je sais pas si tu te souviens, là, je disais qu'on s'ennuie d'Éric Salvaille. Je suis le seul qui a déjà pardonné. J'étais comme, pour vrai... Non, puis là, il y a du monde qui applaudissait parce que le monde s'ennuie pour vrai par applaudissement. Exactement. Je le comprends tellement. Hein. C'est pas facile de cacher son pénis. Hein. Moi, ma journée, c'est 97% du temps de moi qui essaie de pas sortir sa graine. Puis là, c'est dans la grosse ironie, là, genre comme... Et là, une fille, après le spectacle, qui vient me voir... puis qui me dit quelque chose du genre moi j'habitais à Paris puis je me suis fait toucher le cul par des gars dans le métro. Ce que j'ai vécu, tu comprends pas ce que j'ai. Je fais comme oui, mais c'était pas ça mon point là. Je remets pas en cause ce que toi tu ressens. Ça ne s'adresse pas à toi puis c'était pas rationnel, tu sais, était vraiment troublé, on dirait qu'il y a quelque chose que j'ai... Tu as rappelé son viol. J'ai rappelé qu'elle s'est fait toucher dans le métro, mais c'est ça, je fais comme je peux pas contrôler comment tu vas recevoir ma blague. Mais ma blague était dans l'ironie de cette absurdité-là de pardonner à quelqu'un qui fait ça. Et j'étais comme... Je peux pas... Cette blague-là, je peux la défendre. Mais je peux pas contrôler qu'est-ce que tu as vécu puis comment tu vas recevoir tout ce que je dis. Je fais mon possible. Mais après ça, à un moment donné, je fais comme... Ce que je contrôle, c'est ce que je dis puis comment je le dis. Puis après ça, je te laisse aller. C'est un affaire que j'ai appris avec le temps en humour, c'est qu'à un moment donné, je peux pas contrôler le passé de tout le monde. Je peux pas contrôler ce que tout le monde a vécu. Fait qu'à un certain point, il faut que je fasse juste du laisser aller. Puis je fais comme, ça m'appartient plus, ça, ta perception de ce que je dis. Là. Je comprends. Oui, je comprends. Est-ce que, par contre, tu t'es dit peut-être que l'ironie, c'est pas la marche à suivre pour des sujets sensibles? Parce que les gens qui l'ont vécu vont pas voir l'ironie, ils vont juste avoir l'émotion qui monte? Je pense pas, parce que je l'ai dans d'autres circonstances, ça a super bien été. À un moment donné, j'avais un numéro, c'est que je parle de la SPCA, puis que je disais que les gens qui vont porter leurs animaux à la SPCA sont juste pas game des noyer eux-mêmes. OK, oui. Puis après ça, il y a des vétérinaires qui sont venus me voir pour me remercier d'avoir fait ce numéro-là. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Tu sais, oui, je suis dans la grosse ironie, là, tu sais, encore, là, dans l'espèce de grosse absurdité de... Mais non, je pense que les gens vont recevoir le message, puis je pense qu'il y a plein de gens qui ont compris l'ironie de ce numéro-là, la majorité des gens. Je pense qu'il y a tout le temps 3-4 personnes, c'est sûr que je vais pas catcher. Puis je prends ce risque-là aussi en faisant ce genre d'humour-là. Puis je l'adore. En fait, j'adore ce risque. Éric Salvaille.
J'adore. Mais c'est juste cette absurdité-là que des gens qui y aient déjà pardonné quand ça fait. Puis c'était il y a quelques années, là. C'était pas récemment, cette blague-là, tu sais. Fait que tu sais, c'était déjà à cette époque-là, les gens. C'est encore plus drôle si tu le fais dès que c'est sorti. Ben oui. Puis c'était bon. Je pense que je faisais cette blague-là genre 3 mois après que ça soit passé. C'était ridicule. Mais c'est pour ça que c'est drôle, ben oui. Mais oui, c'est ridicule. Mais oui, Le si on monde prend c'est drôle parce que si on prend en considération que ça fait juste 3 mois, l'ironie sera encore plus que tu le fais en sortant du Aujourd'hui, confinement. là, je fais plus ça. Je fais plus cette blague-là aujourd'hui, mais je le faisais, là. Hey, tu tout seul qui a pardonné. Hey, on s'ennuie dessus, hein. Il rentre chez le monde. C'est ça. Fait que, tu sais. Ce qui est génial d'Éric Salvaire, c'est tout ce pourquoi il était connu, c'était de rentrer dans la bulle du monde. Ouais. C'est vrai qu'il est intense. Son but, il était connu pour... Il rentre chez le monde, puis il faut dans tes armoires, puis c'est très drôle. Mais t'as-tu vu? Ce que je trouve absurde là-dedans, c'est que s'il revient à la télé, je pense que c'est ce que j'ai entendu dire, mais c'est pas la télé qui le veut plus. C'est que les publicités, ils veulent plus s'associer avec lui, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est plus genre comme le monde qui achète de la pub pendant son émission ne n'achètera plus de pub. Mais je me demande combien de codes d'écoute il y aurait encore. À quel point on passe au travers ce genre de truc-là, un peu comme n'importe quel autre genre des humoristes ou des trucs ou des... tu sais, un Louis C.K. qui a sorti sa graine. Est-ce qu'on l'écoute encore, Louis C.K.? Est-ce qu'on n'écoute plus Louis C.K.? Il est encore écouté. Il est encore écouté, mais c'est ça, c'est que là, la population lui a pardonné, tu sais. Fait que Mais la population... Bon, à mon mais avis, il est plus dans les grosses salles de spectacle, Louis, tu sais. Il joue dans les... Ce que j'ai cru comprendre, pour avoir ses emails, c'est qu'il fait des tournées en Europe de l'Est, il fait des tournées dans quelques villes américaines, il fait des tournées en Israël. Des endroits où les nouvelles se rendent pas. Ou qui ont des nouvelles tellement pires que lui, qui font comme « Oh, la Palestine nous a fait exploser 2 soldats. Oh, je vais passer inaperçu ici. » Peut-être. Personne ne sait que je me suis crossé devant du monde. Mais encore là, on oublie que le but, c'est pas que toute la population tripe, c'est juste les spectateurs. Oui, vraiment, vraiment. Puis je pense que tout le monde aussi a son schème de valeur, là. Mm-hmm. Fait que tout le monde y va dans son Mais tu serais chez Oxfam? Oxfam, c'est quoi Ouais. ça? C'est un organisme international qui œuvre à faire des projets de développement durable dans des pays... Comment en tu t'es bas de retrouvé là? Vraiment niaiseux. J'étais allé passer une entrevue avec... j'avais pas d'études, moi, en plus. Là, je connaissais absolument rien de ça. Puis j'étais avec du monde en maîtrise, en environnement. J'avais du monde là, vraiment calé. Là. Puis là, on faisait... c'était weird, l'entrevue. Il y a beaucoup de monde qui voulait travailler comme... Moi, j'allais faire des ateliers puis des conférences dans les écoles secondaires. C'était ça, ma job. C'est tough, ça. J'allais parler aux jeunes des changements climatiques, des problématiques avec les enfants travailleurs à travers le monde. J'allais parler de ces problématiques-là. Et à un moment donné, je fais comme mon entrevue avec plein de monde autour de la table. On est comme plein de monde et l'objectif... À un moment donné, il faut parler. Il faut juste parler au monde puis de démontrer qu'on est des bons orateurs. J'avais aucune formation. Je connaissais absolument rien. Mais à cause que... Encore venir de mon ami de tantôt, là, qui était super intelligent, juste à cause que j'étais capable de bien parler devant tout le Tu monde. synthétises bien. Même pas. J'étais juste capable de parler. Oh, wow. Je pouvais assimiler l'information puis bien la livrer pour intéresser le monde. Ce qu'une fille, par exemple, à côté de moi, qui est en maîtrise d'environnement, n'était pas capable de faire. Puis moi, quand je me suis levé, j'ai eu l'attention du monde, je les ai fait rigoler, on s'est amusé et j'ai eu la job. Elle a pas eu la job, mais elle a plus de connaissances que moi, elle peut mieux expliquer tous les concepts que moi. Moi, il fallait que j'assimile l'information, il fallait que je reparte à zéro, tu sais. Mais oui, j'ai eu cette job-là grâce au fait que je parle devant le monde puis que ça me dérange pas. Est-ce que c'était une passion avant ça ou t'as réalisé que c'était ta passion à ce moment-là? De parler devant le monde? Mm-hmm. C'était juste avant que je rentre à l'école de l'humour, en fait. Fait que j'avais déjà quelque chose, puis c'était une amie d'impro qui m'avait aidé à aller là. Ah, je faisais de l'impro avant. Non, je faisais pas de l'impro. Elle faisait de l'impro, mais c'est comme ça qu'on s'est connus à cause de m'intéresse l'impro. Avant Oxfam. Je travaillais dans un... Mais avant Oxfam, est-ce que tu avais déjà fait de la scène? Pas de la scène, vraiment. J'avais fait un show au... Ah oui! Ah non, j'étais à l'école de l'humour avec toi quand on a fait ça. On est allé au Saint-Cyboire. T'en souviens-tu? On est allé au AA. Oui. Puis après ça, on est allé boire une bière au Saint-Cyboire. Puis Junior est venu me voir. Puis il a fait « Hey, il manque quelqu'un sur le show. Tu veux-tu embarquer? » Ouais. Je me rappelle de ce jour-là. J'avais tout pété. J'ai fait « Asti, c'est la job que j'ai le goût de faire dans la vie. » Je me rappelle là, comme si c'était hier, ce moment-là. C'était malade. C'était la soirée là, ouais. Vraiment malade. Mais avant ça, j'ai travaillé dans une place qui s'appelle le Fort en Grignon. T'as-tu déjà entendu parler de ça? Malheureusement, oui. J'ai travaillé là avec Arnaud Soli. J'ai travaillé là avec Olivier Roberge. J'ai travaillé là avec du monde de théâtre.
du monde d'impro, du monde qui... puis on s'est rencontrés là, en fait. Puis dans le fond, on recevait des jeunes, puis on faisait des activités dans le Fort Grillon, qui est un ancien genre petit zoo. Puis on avait tous pris les cages. Moi, c'était un Fort Boyard cheap pour enfants. C'est ça. Mais puis là, au début, on faisait des genres de mise en scène pour que les jeunes aient des défis pour ramasser des points. Puis là, ils ramassaient assez de points pour tuer le monstre. Fait que ça a été comme une première approche de scène et d'improvisation là, devant les jeunes, ça. Est-ce que tu savais que tu voulais faire ça dans la vie ou pas en tout? J'avais déjà fait une fois les auditions de l'école, je pense, avant ça. C'est curieux que t'avais jamais fait de scène, t'avais jamais fait d'art, mais tous tes jobs orientés vers ça. Ouais. Ben, j'avais fait... Fait que tu savais un peu. Ben, au secondaire, j'avais fait partie de la troupe de théâtre de l'école. On faisait des trucs, puis je m'étais déjà réalisé que je faisais rire les gens. Dans la classe, je me souviens aussi que des fois, c'était juste une question de timing. J'avais déjà le timing pour savoir quand faire rire, tu sais. Wow. Un gag vraiment que je me rappelle qui est comme... Tu sais, des fois, t'as des gags, des premiers gags que tu sens que genre t'as touché la cible. Et il y avait quelqu'un qui a fait une blague dans la classe. Il a fait rire un peu, puis là, j'ai juste fait comme... Oh, pour une fois que tu fais une joke qui est drôle. Et là, mon gag a juste dans le timing, a juste comme... T'as racheté un tag. Un tag sur son gag. Et là, j'ai... une anecdote à un moment donné que j'ai compté, je travaillais au camp de jour. Puis on s'était trompé, il avait pris un... C'est niaiseux. On était supposé avoir un DVD, mais il avait pris l'autre affaire, le Blu-ray. VHS. Ah, Blu-ray. Blu-ray, puis ça rentrait pas dedans. Puis là, les jeunes étaient tous assis avec du popcorn, puis le film, fallait aller changer. Puis pendant qu'ils sont allés changer le film au club vidéo, j'ai conté une histoire aux kids. Mais j'avais tous les kids d'un camp de jour au complet, suspendus à mes lèvres, en train de moi d'improviser une histoire par rapport que moi qui pogne en autobus, on tombe en panne sur la voie ferrée, le train arrive, je me mets à pleurer. C'est une espèce d'histoire farfelue qui n'a pas rapport. Les jeunes rient, les animateurs rient, tout le monde est là. Il y avait comme... Puis quand le film est arrivé, j'ai clos l'histoire, puis j'ai juste fait « Oh shit! Oh my God! Oh... Qu'est-ce qui se passe? Juste, j'avais eu ce feeling-là de juste stage time, là, tu sais. Fait que, non, vraiment. Ouais. Wow. Mais c'est drôle parce qu'en même temps, tu avais les DVD d'humoristes. Peut-être que ça fait super longtemps que tu veux être humoriste. Mais tu peux écouter du porn, mais tu sais pas c'est quoi venir dans quelqu'un, tant que t'es pas venu dans quelqu'un. C'est une façon de voir les choses. Mais tu veux. Tu veux le faire. Je trouvais ça. C'est ça, tu veux le faire. T'es comme, tu regardes, c'est comme Chris à la neige, ça. Puis une fois que je suis pas en train de dire que t'étais bon pour le faire, ce que tu es, mais que t'avais un désir de le faire. Un peu comme quand tu regardais. Non, mais pour vrai, je trouve que c'est une bonne affaire. C'est comme Chris, ça a l'air le fun, ça. Puis à un moment donné, tu le fais, c'est comme, oh non, c'est plus que ce que je pensais, tu sais. C'est comme, ça vient d'atteindre des niveaux que je m'attendais pas. Ça serait quoi ton pire moment sur scène? T'en as-tu un? Une fois sur scène, épouvantable? Parce que c'est les plus drôles. Pas à vivre, là. Mais que le recul, c'est les plus drôles. Tournoi de golf. Oh, let's go! À La Binière. Je suis là pour faire 30 minutes de stock, tirer des prix pour un salaire qui est pas suffisant. Les gars arrivent, sont défoncés d'avoir joué au golf toute l'après-midi. Ils s'en calissent. Ils me connaissent pas. Je suis une surprise. Tout ce que les humoristes ont raconté, c'est ça tout mélangé, tu sais. Pas juste, tu sais, souvent tu fais comme, j'aime pas ça me faire présenter comme une surprise. Fait que, ouais, mais une surprise à des gars sous qui préféreraient, genre, être aux danseuses qu'être là. Des gars qui sont fins, là. C'est juste, sont sous. Tu peux pas leur en vouloir. Ils savaient pas qu'il y avait un show d'humour qui s'en venait, là. Eux autres se sont dévissés toute la journée sur un court de golf au soleil. Ils s'en viennent là pour niaiser puis gagner des prix. Puis moi, il faut que je fasse une demi-heure de matériel puis que je fasse tirer des sacs de golf. Man, des fois, tu sors de scène puis t'es épuisé. Mais t'as rien fait. T'es juste épuisé. La vie t'a pris. Ça t'es-tu déjà arrivé de sortir de scène puis faire genre comme... J'ai pas été là longtemps, mais je pourrais dormir 3 jours. Oui. Genre quand? J'ai déjà raconté, mais une fois, j'ai fait un spectacle dans le quartier industriel de Laval où ils maïssaient tout. Je suis rentré sur scène en cassant le plafond, parce que le plafond était très bas. Puis j'ai dit, je vais tout casser. Puis ils n'ont pas trouvé ça drôle. Je me suis dit, je vais faire mon meilleur matériel. Puis ils n'ont pas aimé ça. Je vais faire du crowd work. Là, j'ai fait du crowd work avec une mauvaise personne. Il y a une petite madame qui me criait après, tout s'est mal passé. Et à la fin, l'animateur a pris le micro de mes mains. Il m'a sorti de scène. Avant que je dise bye, il m'a pris le micro des mains. Oh man, c'est fucked up. C'était cool. C'est vraiment cool de faire une... Je pensais que je les avais.
Je contais une anecdote, je me suis reviré de bord, puis j'ai fait dans ma face, dans le chest de l'animateur qui a pris le micro. Fuck. Puis j'ai fait c'est assez. Man, des moments tripulants. À un moment donné, j'avais fait un crowdwork sur la mauvaise personne aussi. Ben, pas vraiment, en fait. Moi, c'était ça. Ce qui s'est produit, c'est que j'ai fait sur sa belle-mère. Ah. Puis qu'il a fait tu vas arrêter de parler à ma belle-mère. Oh, ben oui. Ben là, t'as-tu répété? Ben, je m'excuse parce que ta belle-mère... c'est Non, une conne. non, t'es pas j'ai là. plus le micro. Il m'a Ah, enlevé. dommage. J'avais un show maintenant à Montréal, puis j'avais fait une blague au début, puis c'est une blague d'ouverture. J'ai fait « Merci pour les applaudissements, c'est beaucoup trop d'attention. » C'est comme sur le Burkini, c'est beaucoup plus d'attention que j'en mérite. Tu sais, une gag juste pour dire que Chris, arrêtez de parler de ça, il y a 2 personnes au Québec qui emportent le fameux bruit. Et il y a une fille qui a fait « T'as pas le droit de faire des jokes là-dessus. » Je comprends pas. Elle fait comme « Tu peux pas blaguer là-dessus. » Je blague pas là-dessus, je te dis juste que c'est un débat qui a fait couler trop d'encre. Et t'étais à l'UQAM? Non, j'étais dans un schlag, là, mais une soirée au bistrot Sainte-Catherine. Et là, j'ai dit, si t'es trop... Puis là, je venais de me faire laisser. C'était vraiment pas un bon moment de ma vie. C'est vrai, il faut mettre ça en perspective. Fait que j'ai dit, si t'es trop conne pour comprendre la blague, t'es mieux de fermer ta gueule. Délicat. Et là, il y a une fille qui a parlé à côté, puis là, son chum a fait comme, non, parle pas. Je fais comme, non, toi, tu peux parler, c'est cette petite conne-là qui parle pas. Wow! Et là, j'étais comme, asti, t'es tendu, Pascal, là. Et t'es tendu. Et là, j'étais comme, oh my God. Fait que là, j'étais comme, OK, là, plus personne rit. Le premier con, les gens avaient ri. Le deuxième, le monde a fait, ouais, là, tu viens de la kicker dans le plat. Tu peux pas faire ça, là, tu sais. C'est méchant. Là, après C'est ça, gratuit, disons. c'est très gratuit. J'étais juste dans une mauvaise journée. Et après ça, j'ai fait, OK, fais ton meilleur gag ces temps-ci. Voir. Et là, je l'ai fait, puis j'ai fait, bon, ben, ça va être ça 10 minutes. Et j'ai juste fait 10 minutes, puis je suis sorti de scène, puis j'étais comme, ah, fuck. Et après ça, il y a J'aime qu'on s'ennuie de ça. mais il y a deux On a personnes- hâte de recommencer ces moments-là. il y a 2 personnes qui étaient là dans le spectacle qui ont trippé sur ce moment-là. Et depuis ce jour-là, sont venus voir tous mes spectacles. Yo! Genre, ils sont venus voir 2 fois même des shows. Yo! C'est juste Marie-André, merci. Merci Marie-André. Wow. Ben là-dessus, ça va être ça. Merci d'être venu. Hey, C'était merci de vraiment- l'invitation. Mon Dieu, ça a passé vite, là. Ça passe extrêmement vite parce que tu étais intéressant et animé. Ben, J'ai t'étais vraiment aimé intéressé, ça. fait que c'est